médecins étaient assez convaincus des mesures d'hygiène. Hein. L'hygiène est une des disciplines fondamentales de la médecine du XIXe siècle, puisque lorsque, à la faveur de la Révolution française, la médecine a été complètement détruite, hein, puisque les hôpitaux dépendaient de l'Église et donc ont été fermés, nationalisés, c'était des nationaux, et d'autre part, comme les médecins formaient une corporation, la corporation a été dissoute, donc il n'y avait plus de médecins en France. Et on a réinventé une médecine à partir de zéro, et c'est ce qu'on appelait, c'était une médecine hospitalo-universitaire, l'idée que la médecine devait se faire au chevet du malade dans les hôpitaux. Et les médecins ont eu l'idée, la conviction qu'on ne connaissait pas les maladies et qu'il fallait cesser de soigner à tort et à travers avant de les connaître. Ils ont lancé un programme anatomopathologique pour identifier les maladies. Ça va se faire dans la première moitié du XIXe siècle. Et en attendant, ils étaient pour s'abstenir de soigner, ce qu'on appelait la médecine expectante, s'abstenir de soigner, puisque souvent les remèdes étaient pires que le mal. Et du coup, ils pensaient qu'il fallait éviter d'être malade, d'où le rôle fondamental de l'hygiène, et les médecins sont très attentifs à la santé des individus, c'est-à-dire est-ce qu'ils se nourrissent bien, est-ce qu'ils se vêtissent bien, ils sont aussi effarés par la manière quand la population est malade. On pense par exemple qu'il y a une croisade des médecins contre l'alcoolisme, on pense que c'est par moralisme. Pas du tout, c'est pas du tout par moralisme. Au contraire, d'ailleurs, ils pensent qu'on peut facilement boire 3-4 litres de vin par jour, c'est pas très gênant. Leur idée, c'est que s'ils ne font que boire du vin, ils ne nourrissent pas leur famille, c'est tout, c'est la seule chose qui les ennuie. Et une des mesures qu'ils préconisent, c'est que les ouvriers doivent remettre leur salaire à leurs femmes pour que la famille puisse faire autre chose que de consommer dans les cabarets. Donc c'est pas spécialement contre l'alcool, c'est pour que la population ait une vie des conditions assez équilibrées et qu'ils ne tombent pas malades. Donc, au contraire, les médecins sont très très sensibles à l'hygiène et très sensibles aux conseils qu'ils peuvent donner à la population. Et on en a des échos dans la littérature. Si vous vous souvenez peut-être dans Madame Bovary, le pharmacien, Homais, lorsqu'ils arrivent dans la ville avec sa femme, fait un rapport d'hygiène au médecin pour leur dire d'où viennent les vents, quelles sont les maladies régnantes, etc. etc. Donc, tout le corps, faute de savoir soigner, ils savent qu'ils ont peu de moyens de soigner. Et donc, il faut éviter, c'est ça leur but, éviter d'être malade. Mais sur les contraintes individuelles liberticides, ils vont quand même s'opposer. Non, la seule chose qu'ils vont défendre, c'est le secret médical. Oui. Bon, ça c'est sûr. C'est par exemple une des raisons de l'échec de l'enquête épidémiologique sur la rage, c'est que les médecins ne vont pas dire les cas de blessures par chien dont on pense qu'il est enragé, ils ont pu relever. Ça c'est sûr. Et lorsque la loi de 1894 sur l'exercice de la médecine va faire obligation aux médecins de déclarer les maladies contagieuses, ils vont effectivement renacler, ils vont être obligés d'accepter, ils vont renacler parce que c'est le secret médical et ça certainement ça les gêne dans leur pratique. Mais bon, finalement s'y résoudre. Mais je veux dire, leur opposition n'est pas une opposition idéologique, c'est vraiment une opposition de boutiquier. Il s'agit de tenir sa clientèle. Les médecins sont obsédés par ce qu'on appelle la pléthore médicale et ils sont jusqu'à aujourd'hui favorables à la limitation drastique du nombre de médecins. Je vous signale que cet amphi a été construit sous le règne de Napoléon III et l'empereur et l'impératrice avaient leur loge. Vous voyez, ils continuent à ne pas s'intéresser à l'hygiène parce qu'ils ne sont pas venus. Avez-vous d'autres questions? Oui, monsieur.
poser ma question, je ne connais pas du tout le sujet, mais je suis quand même un petit peu surpris dans la comparaison entre la France et l'Angleterre. On a parlé effectivement des problèmes d'eau, mais enfin, naïvement, je pense qu'il y avait aussi le problème de l'air, et on sait que le fog à Londres a aussi tué beaucoup de gens, et c'était effectivement au 19e siècle, si je ne me trompe pas trop, voire au 20e siècle également. Est-ce que la situation, du point de vue de la qualité de l'air et de l'effet sur la santé, des mesures qui auraient pu être prises, ou qui ont été prises, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la comparaison France-Angleterre? Oui, une excellente question, vous avez entièrement raison. Bien sûr, il y a le fameux fog anglais, surtout à Londres, était sans aucun doute une cause de maladies respiratoires endémiques. Mais c'est pas, comment dire, ça n'a pas le caractère épidémique que pouvait avoir une épidémie de choléra ou de fièvre typhoïde. Vous voyez, tout d'un coup, vous avez des morts. Alors, malgré tout, le taux de mortalité à Londres est l'un des plus faibles d'Europe. Hein. Bon, donc mais c'est une nuisance. Les médecins, enfin les officiers de santé publique anglais en sont très conscients. Les romanciers aussi. Il y a des pages de Dickens sur le fog londonien qui sont tout à fait exemplaires, mais ils ne savent pas quoi faire, à part fermer les usines. Hein. C'est la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était fermer les usines, puisque c'est des machines à vapeur. Une ville de plus de 500 000 habitants, Londres, elle en a 7 en 1850. Donc il y a tout d'un coup, les campagnes se sont vidées pour aller dans les villes. Et donc comme les campagnes se vident, les gens dans les campagnes ont l'espace pour des enfants, et les villes sont une pompe aspirante, et quand il n'y a plus de travail dans les villes, la population émigre. Donc il y a une pompe aspirante constante en Angleterre qui fonctionne. En France, ça ne s'est pas fait comme ça, parce que la France, évidemment, beaucoup plus grande que l'Angleterre, et d'autre part, avait un maillon de villes de différentes tailles. Et donc, l'émigration rurale se sont faites du village vers le bourg, du bourg vers la petite ville, de la petite ville vers la ville moyenne, etc. Donc, la France a grandi de manière homéomorphe, ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, il n'y a toujours qu'une ville de plus de 500 000 habitants en France, c'est Paris. Les villes ont grossi, mais normalement sans poser de problème. Alors, à part à Paris, où il y a eu des problèmes sanitaires à régler, comme ce problème d'adduction d'eau, ce problème se posait peu dans les villes de province, parce qu'elles n'ont pas grandi tellement vite que ça. On a pu adapter le système existant. Par ailleurs, l'objet, alors ça c'est aussi une des raisons, les institutions d'hygiène publique en France, les conseils de salubrité, qui ont été créés en 1802 à Paris, puis dans plusieurs grandes villes, généralisés en 1848, sont des conseils préfectoraux. Ils dépendent du préfet. Or, les mesures d'hygiène sont de la responsabilité des maires. Donc les conseils d'hygiène, dans lesquels les médecins participent à titre bénévole, n'ont aucun moyen de faire passer leurs mesures, puisque c'est le maire qui doit les prendre et pas le préfet, et le préfet veut pas, en général n'a pas voulu s'aliéner les maires. Donc, ce qui fait que, et pourquoi ça dépend des préfets, c'est que les conseils d'hygiène ont été inventés à cause de l'invention, l'émergence d'une industrie chimique dont on ne savait pas où l'installer. Et la question était de savoir si on crée une industrie chimique, est-ce qu'il y a un risque d'empoisonnement, est-ce qu'il y a des risques d'explosion, et on a classé tous les établissements
industriel en incommode, insalubre et dangereux. Dangereux, c'est s'il y a une explosion ou un incendie, insalubre s'il y a des maladies possibles, et incommode si c'est simplement des odeurs. Hein. Par exemple, dans toutes les villes, il y a des porcheries. Il est évident que si on ouvre une porcherie en bas de chez vous, dans votre cour, ça va créer de l'incommodité. Bon, donc, et les conseils d'hygiène ont pour fonction principale de classer les industries, c'est-à-dire de telle industrie, elle peut s'installer au centre-ville, ou elle doit s'installer à la périphérie, ou elle doit s'installer à une certaine distance de la ville. Ce qui fait que pendant tout le XIXe siècle, la France a été raisonnablement peu polluée, sauf certaines villes très industrialisées. Je pense aux villes de l'Est de la France, surtout Mulhouse, qui vont voir énormément de machines à vapeur. Mais sinon, le reste, il va y avoir une industrialisation qui va se faire au rythme de l'urbanisation, c'est-à-dire peu d'usines dans chaque ville disséminées sur le territoire et pas concentrées, avec cette invention typiquement française de l'industrie de l'usine à la campagne. C'est Sochaux-Montbéliard ou Michelin à Clermont-Ferrand ou le Creusot, c'est-à-dire on met des usines à la campagne avec l'idée de résoudre par ce biais la question ouvrière, c'est-à-dire l'idée des médecins, c'est l'idée des médecins hygiénistes, c'était que les ouvriers, s'ils avaient en même temps une activité de paysans, en cas de retournement de la conjoncture, pourraient néanmoins continuer à se nourrir et à se loger, et donc était très favorable à l'installation des usines à la campagne. Donc tout ça fait que, dans l'ensemble, les villes sont peu polluées en France au XIXe siècle. Je vous ai mis ici cette courbe très fameuse qu'on apprend à nos étudiants, qui est les conséquences d'un épisode de smog en décembre 1954 très sévère, qui a fait 4000 morts en 10 jours à Londres et au moins 50 000 malades. Ça a conduit à prendre des mesures, les premières mesures de réduction des sources fixes de pollution dans les villes britanniques dans les années 55. La loi française équivalente sera un petit peu en retard, comme d'habitude, elle date de 1963. Mais la pression de décision était, je partage complètement l'avis de Gérard Chorland, beaucoup moins forte en France. Ça, pour vous donner une idée, là, ce que vous voyez là, ce sont des milligrammes par mètre cube de dioxyde de soufre. J'ai bien dit des milligrammes. Hein? Quand cette année, enfin l'année n'est pas terminée, si on prend 2010, la moyenne de dioxyde de soufre à Paris a été de 7 microgrammes. Donc là, on parle de teneur 1000 fois plus élevée. L'air était très acide et attaquait les poumons. Oui, bonsoir. Donc, en fait, vous parlez de temps, de durée, etc. Et moi, je voulais connaître, en fait, le temps de réaction au niveau national par rapport à une épidémie qui pourrait se produire, et le temps de réaction de l'État ou de la région pour pouvoir pallier à une éventuelle épidémie. Je sais qu'il y a l'OMS qui existe, mais est-ce qu'en France, il y a un... Non, même pas. Est-ce qu'en France, il existe un... Parce que j'ai vu le cas, en fait... Vous parlez actuellement ou historiquement? Actuellement. Parce que, par exemple, oui. En fait, j'ai eu le cas donc, à La Réunion, en 2005, où il y a eu le cas de chikungunya. Et en fait, c'est la population qui a dû vraiment se manifester pour avoir du matériel, se prémunir, et que l'armée intervienne, en fait, pour pallier. Non, on l'a vu encore cette année avec cette grande épidémie due à Escherichia coli, liée à l'importation de graines germées égyptiennes contaminées, avec un très fort foyer en Allemagne et un foyer secondaire en France. Pendant très longtemps, il y a eu... on n'avait pas de quoi investiguer les épidémies en France. Je me souviens, moi, jeune débutant dans la carrière, on ouvre l'hôpital Bichat en 1979,
un grand classique, on a refait la même erreur avec Georges Pompidou 20 ans après, épidémie de légionellose. À l'époque, il a fallu faire appel à US Centers for Disease Control pour investiguer l'épidémie et trouver la bactérie Legionella pneumophilia dans les circuits d'eau de l'hôpital Bichat. Madame Veil, en 1993, a créé le Réseau national de santé publique, qui a été transformé par la loi de sécurité sanitaire de 1998 en institut de veille sanitaire, à qui la loi confie aujourd'hui la responsabilité d'investiguer les épidémies. Et cet institut a aujourd'hui non seulement un siège social qui est à Saint-Maurice, dans la banlieue parisienne, mais il a maintenant une antenne qui s'appelle la CIR, cellule régionale d'épidémiologie, dans chaque région, y compris à la suite du chikungunya à La Réunion. Question? Merci. Écoutez, merci infiniment. On avait déjà eu une conférence les jeudis de l'environnement sur architecture, hygiène, au 19e siècle. Là, il y a vraiment un éclairage qui nous a semblé très intéressant parce qu'il relie le fonctionnement et la légitimité de l'État avec ce qui est fondamentalement son rôle de protection collective. Et ça, dans les difficultés et les faiblesses françaises dans le domaine de l'approche populationnelle des problèmes de santé, c'est un élément qui, me semble-t-il, n'avait pas été suffisamment souligné.